Ah, attendez. Et voilà, bonsoir, bonjour David. Petite histoire de technique avec quelques secondes de retard. Une petite inquiétude, je craignais de ne pas avoir pris le bon logiciel, mais c'est bon. Apparemment, tout a l'air de fonctionner. Alors, on est deux à l'écran, mais je crois qu'on est déjà plusieurs en live avec voilà, les gens qui sont intéressés par notre histoire, votre histoire et votre parcours. Alors, juste avant, je vais juste recontextualiser un petit peu. C'est vrai qu'en 2020, j'ai fait un trip en van autour de la France, dans les parcs naturels régionaux, en randonnée. Et puis, je me suis retrouvé tout début septembre dans le parc naturel régional des Vosges. Et comme classiquement, et ben, je marchais. Et comme classiquement, je vais dire, la marche m'amène plein d'idées. Et je me suis dit, après avoir lu le livre de David Le Breton, mais tiens, si je contactais ce monsieur, on a déjà au moins deux points communs, dont le prénom David et le Breton. Je me suis dit, ce serait quand même sympa de pouvoir rencontrer ce monsieur. C'est vrai que j'avais lu donc peu de temps avant Marcher à la vie, à un art tranquille du bonheur et que j'avais presque dévoré. Ce que j'ai aimé dans le livre, c'était d'une part la simplicité, la facilité avec laquelle j'ai lu ce livre et en même temps avec beaucoup de références, alors des références de David Le Breton, évidemment, mais aussi des références philosophiques, sociologiques, politiques. Et puis, j'ai trouvé aussi que ce livre a été écrit avec légèreté et parfois avec humour. Et quand vous parliez de Raymond DeVos, justement, avec ce pied droit qui était jaloux du pied gauche et qui essayait toujours de le rattraper et qui, au final, Raymond DeVos dit, bah, au final, je marche. Et puis d'autres références voilà, plus profondes comme Nelson Mandela qui, dans sa cellule, voilà, marchait pour voilà, se retrouver aussi avec son propre corps hein, et se sentir vivant dans sa cellule. Puis il y a aussi quelque chose de poétique que j'ai trouvé dans votre livre. Vous parliez de, alors je relis la phrase, mais je la trouve super, que le rythme de chacun est celui de sa musicalité intérieure et le chant intime qui anime ses propres pas. Moi, j'ai trouvé ça super poétique aussi et quand vous racontez aussi toutes les rencontres entre les randonneurs sur le chemin de Compostelle, sur le chemin de Stevenson, pas encore le GR34 en Bretagne, je crois pas, mais pourquoi pas un jour. En tout cas, tout ça m'a énormément plu. Et puis le parallèle, évidemment, entre les émotions, la marche et le corps. Donc voilà, pour recontextualiser un petit peu le tout. Mais je vais arrêter de parler maintenant. Alors, je vais voilà, vous demander, bonsoir David Le Breton, mais qui êtes-vous? Bonsoir David. Ah, qui je suis? Je suis d'abord évidemment enseignant de sociologie à l'université de Strasbourg. C'est quand même mon métier, c'est-à-dire une rencontre assez, pas quotidienne évidemment, mais en tous les cas extrêmement fréquente avec les étudiants de sociologie, surtout d'ailleurs les étudiants de master ou de doctorat. Pour le reste, évidemment, j'ai énormément écrit, j'ai beaucoup travaillé autour de l'anthropologie du corps, c'est-à-dire que j'ai essayé de comprendre comment les sociétés humaines façonnaient notre corps, notre sensorialité, nos émotions, nos techniques du corps, comme d'ailleurs le fait de marcher, de courir, de nager, etc. Et puis j'ai aussi beaucoup travaillé sur les conduites à risque de nos jeunes, ayant moi-même un peu traversé comment dire, ce type de comportement quand j'étais plus jeune. Donc j'ai écrit pas mal autour de l'adolescence, autour du mal de vivre adolescent plutôt. Et puis j'ai parfois écrit sur des sujets plus insolites comme le silence, parce que je suis quand même quelqu'un de relativement silencieux dans la vie courante. Et puis j'aime le silence, évidemment. J'ai écrit aussi sur la voix, parce que la voix est une belle... La voix est un peu oubliée, entre guillemets, dans nos interrogations sur le monde qui nous entoure.
Alors que la voix, elle est aussi importante que le visage, par exemple, en termes d'identité, en termes de reconnaissance de l'autre. Et puis, de la même façon, quand on a perdu son visage parce qu'on est défiguré ou parce qu'on a une cicatrice sur le visage, l'atteinte à soi est aussi grave quand on a perdu sa voix, par exemple, après une, après une laryngectomie ou des choses de cet ordre-là, qui peuvent être moins graves par ailleurs. Mais en tous les cas, la voix, le visage, qui m'ont énormément intéressé en tant qu'anthropologue, sont vraiment aussi des axes majeurs dans mon travail. Voilà, sinon je suis un très grand voyageur, un globe-trotter, je parcours le monde. Bon, mais j'ai la chance que mes livres sont beaucoup traduits et je suis souvent invité donc à l'étranger, énormément en Amérique latine. Toute l'Amérique latine, le Brésil, mais aussi le Chili, l'Argentine, l'Uruguay, le Mexique. Je suis très souvent au Mexique aussi. Voilà, beaucoup le Canada. Je suis un amoureux de l'Italie, bien sûr, de la Suisse aussi. Je pense que pour nous autres marcheurs, la Suisse est vraiment un paradis merveilleux. Voilà, je crois que je n'ai pas fait le tour parce qu'évidemment, il y aurait tellement de choses à dire sur la vie de chacun de nous, mais bon, voilà. Ouais, voilà, vous avez aussi étudié le corps et à travers l'histoire, à travers les religions aussi. Et du coup, voilà, ça m'amène tout de suite dans l'actualité du moment. Comment est-ce que vous avez vécu effectivement en tant que marcheur et en tant que professionnel du corps, justement, cette pandémie avec tout ce que ça a pu apporter, voilà, la liberté de mouvement, mais aussi vous parliez du visage, de la voix avec les masques. Quelle réflexion ça vous a apporté là-dessus? Évidemment, là, c'est une question immense, hein. Le premier confinement qui nous a vraiment bloqués dans nos domiciles pendant 2 mois presque, plus de 2 mois, avec une marge de manœuvre extrêmement étroite puisque nous n'avions qu'1 kilomètre. Comment dire? Je ne peux pas dire que je l'ai mal vécu. En même temps, ça a été terrible pour moi parce que ça a été l'annulation évidemment de tout un tas de voyages qui étaient prévus de longue date, de beaucoup d'interventions. C'était l'interruption aussi des relations avec les étudiants. C'était une vie arrêtée, évidemment. Mais en même temps, je suis quelqu'un d'assez solitaire. Je suis un très grand lecteur, hein, évidemment. J'écris énormément. Donc, pour moi, c'était un peu une espèce de plongée obligée dans l'intériorité. Et puis, avec ma compagne, on a beaucoup parcouru, non pas Strasbourg, malheureusement, on habite à 2 ou 3 kilomètres de Strasbourg, donc on habite à Shintigheim, ce qui n'est pas très... c'est vraiment la banlieue un peu ouvrière de Strasbourg, donc c'était pas très réjouissant effectivement d'arpenter les rues de Shintigheim qui ne nous offraient guère de surprises, alors que Strasbourg, quand même, qui est une ville magnifique, était à quelques kilomètres à pied, et on y va d'ailleurs très souvent à pied ou en vélo, voilà. Et puis lorsque le confinement s'est terminé, évidemment, ça a été comme beaucoup la ruée vers les forêts, et je me souviendrai, je crois toujours, du premier jour de mai où nous avons pu, avec ma compagne, retourner dans les Vosges. Il y avait une masse de marcheurs que je n'avais jamais vus de toute ma vie, quoi. Et sur les parcours que nous avons l'habitude d'accomplir, elle et moi, en solitaire, ou en ne rencontrant, je veux dire, quasiment personne, hein, depuis des années et des années, c'est plutôt sur ces sentiers-là qu'on marche. Là, à notre grande surprise, on croisait, pas sans arrêt, mais en tous les cas, on croisait très régulièrement des marcheurs solitaires, des couples, parfois des familles avec des enfants, voilà. Donc, je crois que comme beaucoup d'entre nous, évidemment, j'ai ressenti cet appel d'air, cette aspiration folle à marcher à nouveau, sans avoir de limite de temps, sans avoir d'attestation à remplir, sans avoir de compte à rendre à personne, en s'arrêtant à sa guise. Et puis à l'époque aussi, d'ailleurs, les restaurants étaient relativement ouverts, hein, avec des jauges très étroites, mais c'était aussi le plaisir de retrouver les fermes auberges dans les Vosges, que vous avez peut-être connu quand vous êtes passé par là. Vous savez qu'on y mange merveilleusement bien, d'autant plus quand on a quelques heures de marche dans les pattes,
fait vraiment du bien, quoi, de s'arrêter et puis de jouir de la nourriture. Donc voilà, ça a été un grand bonheur. Et puis évidemment, l'autre confinement qu'on a connu c'était plus difficile, même si on avait une marge de manœuvre un peu plus grande, 10 km, c'est déjà bien. Bon, puis avec beaucoup moins de contrôle, il faut bien l'avouer, ça n'a pas été aussi dur que la première fois. Mais c'est vrai que c'était quand même un peu compliqué. Ne serait-ce par exemple pour moi, l'impossibilité d'aller dans les Vosges, parce que les Vosges, ça a bien plus que 10 km, quoi. Donc, c'était une privation, et puis c'était plutôt des marches urbaines ou des marches dans les jardins publics autour de Strasbourg. C'est vrai qu'on a aussi quand même des très beaux jardins publics. Et puis bon, Strasbourg est une ville où l'on marche, quoi. C'est une très très belle ville. Il m'a fallu, je crois d'ailleurs que je n'ai pas épuisé mon plaisir à la parcourir. J'y vis depuis 89. J'arrivais de Tours et je suis natif, enfin, je suis né au Mans, hein, dans une petite ville ouvrière. J'ai fait mes études à Tours, j'ai vécu un bon moment à Tours. Et quand je suis arrivé à Strasbourg, c'était pour moi un grand bonheur de marcher dans cette ville que je ne cessais de découvrir ou de la parcourir aussi en vélo. Voilà, donc là, dans cet autre confinement, il y avait cette possibilité quand même de marcher dans la ville, même si la privation des cafés et des restaurants, je trouve vraiment une pénitence terrible, parce que j'ai remarqué, je ne suis pas le seul, enfin j'en ai discuté aussi avec beaucoup d'amis, on a beaucoup moins envie d'aller se balader en ville, par exemple, dans les centres-villes, quand on n'a pas la possibilité de s'arrêter à une terrasse, de prendre un café, de se reposer, etc. Finalement, là, il y a un impératif de marché, d'une certaine manière. Quand vous partez en ville, comme vous n'avez plus d'endroit de halte, sauf si vous vous arrêtez sur les bancs, mais ça vaut pas évidemment un bon café, savoureux. Voilà. Alors bon, il y avait beaucoup d'autres choses dans votre question. Il y a évidemment plus la dimension anthropologique, le rapport au masque qui m'a évidemment beaucoup interpellé, puisque j'ai beaucoup travaillé sur le visage, et il est clair que porter un masque sur le visage, c'est liquider le visage, hein. On n'a plus les yeux, un front ne suffisent pas à faire un visage, donc on a perdu le sourire, par exemple. J'ai rencontré beaucoup de gens qui me disaient mais non, on sourit avec les yeux, mais non, ça n'a aucun sens pour moi. Évidemment, mon prochain livre est une anthropologie du sourire, donc je suis bien placé pour avoir beaucoup réfléchi sur le sujet. Mais je vois bien effectivement qu'en regardant les gens dans la rue, ou même en dialoguant avec ses amis, c'est extrêmement difficile de savoir si l'autre sourit ou s'il est en train de bâiller ou je ne sais pas quoi. Bon, voilà, on devine simplement le sourire. Le sourire, il est dans la voix. On le sent dans la voix de l'autre avec qui l'on parle, mais pas du tout sur son visage. Et puis, il y avait cet anonymat, cette perte d'agrément aussi pour les marcheurs urbains, comme je crois qu'on aime bien être tous. C'est pas facile finalement de marcher aujourd'hui dans les villes qu'on aime en croisant systématiquement des hommes ou des femmes qui portent un masque. Finalement, l'un des grands agréments qu'on a quand on marche dans les villes, c'est aussi de regarder le visage des gens, de s'arrêter sur des visages qui nous troublent, qui nous émeuvent, qui nous touchent. Voilà. Mais là, on est confronté. C'est un monde de masques, un monde un peu fantomatique. Voilà. Et puis il y avait aussi la distance à l'autre qui n'était pas commode. C'est évidemment nous sommes entrés dans une phase un peu de puritanisme nécessaire, hein, puisque évidemment je suis de ceux qui soutiennent absolument la nécessité des gestes barrières, du masque. Il faut être un peu fou, je crois, pour les récuser, évidemment, dans le contexte actuel, en tous les cas. Puis nous avons aussi une responsabilité envers les autres, et pas seulement envers nous-mêmes. Voilà, donc ça a beaucoup altéré, évidemment, les rites d'interaction. Hein. Comment, quand on croise des amis qu'on n'a pas vus depuis des semaines, la bise est interdite, la poignée de main également. Donc, moi, je n'aime pas trop ces trucs où on se touche j'aime pas trop se cogner les coudes. Je trouve ça un peu dérisoire d'une certaine manière. Je pense que notre voix et le plaisir de retrouver l'autre, de dire le plaisir qu'on a à le voir, etc., ça suffit. On peut ritualiser aussi d'ailleurs avec la parole, hein, en disant écoute, je ne t'embrasse pas, je ne te serre pas la main, mais le cœur y est, quoi. Et puis on peut incliner son visage, voilà, comme font les Asiatiques, et puis je crois que tout le monde est content. Se cogner les doigts me paraît un petit peu dérisoire d'une certaine manière. Et vous pensez que ces codes vont perdurer ou que l'homme, justement, qu'il avait étudié, va retrouver ces codes
je sais pas si on peut dire primaires ou culturellement primaires que l'on connaît en France. Oui, Mais, c'est plutôt des rites d'interaction parce que vous savez qu'ils sont différents évidemment d'un lieu à un autre. Et quand vous êtes en Inde ou au Japon, par exemple, vous ne touchez pas du tout les autres. Vous restez à distance, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une intensité dans la présence de l'autre. Mais bon, donc chaque société élabore ses propres rituels. Il y a des sociétés extrêmement tactiles, d'autres qui le sont moins. Je ne dirais pas qu'en France nous soyons une société tactile justement. Je crois, moi, dans l'un de mes livres, j'avais évoqué ce que j'ai appelé l'effacement ritualisé du corps, c'est-à-dire le fait que dans une interaction, en principe, le corps de l'autre et son propre corps ne doit pas faire tâche, entre guillemets. On ne doit pas être notre corps doit s'effacer à travers une espèce d'évidence, c'est-à-dire il est complètement ritualisé. Donc, ce qui fait on n'est pas, on regarde pas le corps de l'autre, voilà. Quand je parle d'effacement ritualisé du corps aussi, c'est pour dire que, par exemple, l'accolade n'est pas tellement, l'abraço des Brésiliens, par exemple, n'est pas vraiment dans nos coutumes, hein. Quand on croise des amis, et même très chers, on leur serre la main, à la limite, on leur met la main sur l'épaule, mais bon, la bise pose des problèmes que vous connaissez bien. Est-ce qu'on s'embrasse une fois, deux fois, trois fois, quatre fois? Est-ce qu'on embrasse l'air? Est-ce qu'on embrasse la joue de la personne? Donc ça, je ne crois pas qu'on ait vraiment été privé, par exemple, de la bise. Et d'ailleurs, beaucoup de femmes, hein, se sont réjouies de cette disparition, en tous les cas provisoire, parce que bon, et je le savais à la fac, parce que parfois on m'en avait parlé, que certaines secrétaires, par exemple, ou certaines collègues, on avait un peu marre d'être embrassées systématiquement par tous les hommes qui rentrent dans leur bureau, ou tous les collègues qu'elles croisent dans les couloirs. Et je me disais, effectivement, ça doit pas être très commode, ce genre de situation, quoi. Et là, c'est marrant, parce qu'on a vu beaucoup de femmes dire leur plaisir, que ça s'arrête un peu, quoi. Alors, est-ce qu'on va retrouver tous ces rituels de salutation, de prise de congé, tout ça? Je pense qu'on va les retrouver dans les mois qui viennent. J'espère, quand la crise sanitaire sera dépassée, j'espère qu'on pourra tomber les masques d'une certaine manière. Et puis j'espère qu'on pourra à nouveau, en tous les cas, serrer la main. Je pense que la poignée de main a des beaux jours devant elle, parce que même si on a quelques doutes sur la santé de la personne qui est devant soi, nul ne nous empêche d'aller nous laver les mains dans les toilettes d'à côté. Par contre, la bise, à mon avis, elle est beaucoup plus compromise, parce que je pense qu'on s'est rendu compte qu'elle était plus ennuyeuse finalement dans la vie courante qu'autre chose. On a tous connu ces moments de doute, par exemple, j'en ai souvent parlé. Dans les relations mixtes, par exemple, quand vous faites la connaissance d'une collègue, par exemple là, d'une marcheuse, vous discutez pendant 2 heures à la ferme auberge, il y a énormément d'amitié qui passe entre vous. Bon, au départ, vous vous êtes simplement serré la main, ou vous êtes assis l'un devant l'autre. À la fin, pour marquer que ça a été une relation très chaleureuse, est-ce qu'on va s'embrasser, ou est-ce qu'on va s'embrasser? Je veux dire, il n'y a rien du tout là, en l'occurrence, d'érotique ou d'amoureux. C'est simplement un geste d'amitié, en quelque sorte. Est-ce qu'on va s'embrasser ou pas? Je crois que vous, comme moi, on s'est tous interrogés. Si je ne l'embrasse pas, elle risque de penser que finalement, ça n'a pas été un très bon moment avec elle. Si je le fais, elle risque de me trouver un peu intrusif et de penser que j'abuse un peu de la situation. Ce qui fait que très souvent, ça nous arrive de rester un petit peu quelques secondes, on ne sait pas ce qu'on fait. Donc on guette sur le visage de l'autre la bonne attitude. Puis généralement, il y en a un qui s'avance un tout petit peu. Alors à ce moment-là, on comprend qu'il faut en effet s'embrasser. S'il y en a un qui s'écarte un tout petit peu, on comprend qu'il faut juste serrer la main. Mais il y a cette absence de ritualisation de la bise dans les relations mixtes, évidemment, qui n'est pas commode. Et donc, je pense que on verra sans doute un peu moins de bise dans les mois à venir, quand on retrouvera notre corps dans sa liberté. Est-ce que vous avez, justement, pendant cette période de rencontre avec les gens, mais de rencontre aussi avec vous-même dans la marche, puisqu'il y a ça aussi, Oui. est-ce que vous avez découvert des nouvelles choses chez vous en marchant, justement en marchant différemment pendant cette période?
Non, non, je ne dirais pas ça, non, parce que je suis quelqu'un qui est toujours extrêmement plongé dans son intériorité, donc mais même à la limite, si je marche à Schiltigheim ou à Strasbourg ou dans les forêts vosgiennes, il y a beaucoup de choses qui me traversent, qui relèvent de l'intime. Alors évidemment, je préfère mille fois marcher dans les forêts quand même, ou au pire dans les jardins publics quand on n'a pas le choix, par exemple, comme dans cette situation de pandémie. Parce que d'abord, vous avez un regard qui s'ouvre sur l'horizon, qu'on n'a pas évidemment quand on est dans la ville, parce que la façade des maisons barre en permanence l'horizon, on ne voit pas le ciel, on voit moins les oiseaux, on les entend un peu moins, bon, enfin, tout dépend du quartier où l'on vit, mais en tous les cas, c'est vrai que dans un jardin public, déjà, quand on n'a pas trop le choix, on sent le monde davantage, on sent le vent, on voit les enfants qui courent, etc. Euh, mais quand même, à mon avis, rien ne vaut le fait de marcher dans la forêt ou sur le sentier des douaniers en Bretagne, qui est l'un des, quand même des sentiers que je préfère au monde, où là, vous avez votre regard qui se perd sur la mer, sur le sentier des douaniers, vous descendez, vous avez envie de vous vous baignez, vous reprenez votre marche, je sais pas, pour moi, c'est vraiment la royauté de la marche, hein, cette possibilité de nager, de marcher, de s'arrêter, de sentir les. On est dans la saison des lilas, c'est un bon moment pour marcher, d'ailleurs. Même en ville, hein, même en marchant à Schiltigheim, je sens souvent les lilas, c'est un très beau moment. Voilà. Mais non, pour moi, en ce sens, le confinement ne m'a rien appris, sinon m'a rappelé la valeur justement d'un certain nombre de choses auxquelles j'étais passionnément attaché. C'est pas seulement la marche, hein, c'est là aussi le voyage, puisque je suis quasiment privé de voyage depuis plus d'un an. Et en plus, au moment je rentrais du Brésil pour le premier jour du confinement, vous voyez, donc c'était pas simple d'une certaine manière de quitter ce plein. Et le Brésil avant la tragédie, évidemment. Quand on a quitté le Brésil, la pandémie ne frappait pas encore le pays, quoi. Elle était présente en Europe, mais elle est arrivée dans les semaines qui ont suivi au Brésil. Et donc ça m'a terriblement manqué. Et encore aujourd'hui, j'aspire à repartir, enfin, même au plus proche. L'Italie, la Suisse me manque énormément. Mais vu les difficultés de franchir les frontières, et nul d'entre nous n'a envie de rester une semaine dans un hôtel, même en Italie. Vraiment, dans tous ces voyages, que ce soit à Strasbourg ou à travers le monde, quel est votre voyage votre expérience de marche, on va dire, qui vous vient presque spontanément à l'esprit, votre plus beau souvenir de marche? Est-ce que vous avez envie de nous le partager? Oui, je peux le partager. Oui, je pense que le plus beau, c'était au Brésil, dans un lieu qui s'appelle Ilha Grande, où il n'y a pas de voiture, qui n'est accessible que par bateau, et il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de grands hôtels, hein, des toutes petites auberges c'est plutôt l'habitant, et voilà. Mais ceci dit, vous avez des petits hôtels où vous avez 5, 6, 10 chambres, etc., quoi. Et il y a enfin, il y a quelques itinéraires qui ont été balisés à l'intérieur de la forêt atlantique primitive. Et donc, vous pouvez marcher. Et là, un jour, avec ma compagne, donc on gagnait une plage lointaine, je sais pas, 7-8 kilomètres. Bon, on avait la mer partout. On n'allait pas à la plage pour se baigner, parce qu'on peut se baigner absolument partout, mais c'était, disons, la marche qu'on avait décidée ce jour-là. Et donc, nous longions le littoral avec cette beauté absolument époustouflante de la mer, c'est-à-dire d'innombrables couleurs, de nuances, de vert, de bleu, etc., avec les bateaux qui passaient au loin, les rochers qui passaient. Donc c'était déjà d'une beauté, c'était un émerveillement. Et donc nous marchions tranquillement, et puis soudain, une dizaine de petits singes, tout petits, nous ont accompagnés donc ils sautaient de branche en branche autour de nous. Ils étaient entre la mer et entre nous et la mer, sur les arbres, et ils nous ont accompagnés sur plus d'une centaine de mètres. C'était absolument époustouflant. Là, vous avez l'impression de toucher l'éternité, quoi. C'est chouette. En tout cas, vous le racontez. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression d'y être. Je ne sais pas si les gens ont l'impression d'y être, mais c'est vrai que c'est poétique aussi, et c'est très. Merci du partage.
Je fais comme on a peut-être déjà discuté, de la rando coaching Oui. aussi. Donc, j'accompagne en fait les gens sur leur chemin, le chemin Oui. qu'ils ont choisi, le chemin de vie qu'ils ont choisi. Quel parallèle vous pouvez faire entre la rando justement et l'accompagnement et le coaching, l'accompagnement des personnes? Bah, oui, moi évidemment, je n'ai jamais fait de coaching, mais il m'est arrivé en revanche, pas très souvent, mais il m'est arrivé d'être invité, par exemple, pour faire une conférence marché. Alors non pas, que je parle pendant qu'on marche, parce que ça évidemment, à mon avis, quand on marche, il faut regarder le monde autour de soi, il faut être plongé dans son intériorité et cetera. Mais bon, ce qu'on fait régulièrement dans ce type d'intervention, c'est qu'on ménage un certain nombre de haltes et puis à ce moment-là, par exemple, l'orateur invité prend la parole et puis dit, ce qu'il a pu ressentir, sur le parcours, un certain nombre des participants disent ce qu'ils ont pu ressentir, puis des fois on va plus loin, on parle de façon plus large de la marche. C'est un petit peu ça, d'une certaine manière, le coaching. Donc j'en vois bien la pertinence, effectivement. C'est une manière pour un certain nombre de marcheurs de voir autre chose que ceux qui ne sont trop accoutumés, sans doute, à voir. C'est une autre manière d'ouvrir les yeux sur le monde, d'avoir un autre écho, d'avoir un autre regard, d'avoir une autre expérience également, d'échanger aussi. Voilà. Donc, pour moi, c'est un peu finalement une espèce d'anthropologie élémentaire, élémentaire au sens où on est dans le quotidien, on est dans le voilà. Et là, donc, je pense que votre travail entre guillemets, qui est aussi un bonheur, c'est donc d'élargir le regard des marcheurs qui vous ont sollicité sur leur parcours, voilà, leur apprendre à voir des choses que peut-être ils n'ont pas perçues parce qu'ils sont trop. On peut aussi avoir des routines de marche, évidemment. Hein, et il faut évidemment casser absolument ces routines. Il ne faut pas marcher pour marcher. Il faut marcher aussi pour s'ouvrir au monde, ouvrir ses sens également, ouvrir ses émotions, se souvenir aussi quand on marche dans des endroits qu'on a connus enfant, par exemple, et qui ont évidemment changé. Mais en tous les cas, qu'on retrouve avec un regard d'adulte. Voilà, il faut être tout entier dans sa marche. Et parfois, je le sais en tant qu'enseignant, évidemment. Il faut ouvrir, il faut être un éveilleur, il faut ouvrir le chemin d'un certain nombre de personnes. D'autres ont déjà ça en eux, je veux dire, et ils n'ont pas besoin d'un coach de la même manière que je sais pas, les étudiants peut-être pas parce qu'ils sont beaucoup trop jeunes, mais en tous les cas, on peut avoir évidemment des dialogues avec des gens qui ont déjà énormément vécu de choses et qui m'apprennent plutôt des choses d'ailleurs que je n'ai à leur en apprendre. Un échange. C'est un échange. Oui, oui, mais c'est ça le coaching, c'est aussi un échange, une reconnaissance mutuelle, un cheminement commun, un accompagnement. Et l'accompagnement est un très beau mot dans la langue française. Hein. C'est être un compagnon de route ou une compagne de route. Et c'est ça qui nous manque le plus, je crois, dans nos vies en ce moment, quoi, où l'isolement gagne du terrain, où le lien social est énormément fragmenté et voilà, et donc où on est de moins en moins ensemble et de plus en plus côte à côte. Et donc là, ce sont des manières de se retrouver ensemble. Et effectivement, il y a un commentaire qui dit, j'ai trouvé aussi, ça a résonné, que le mot Oui. d'éveilleur, Ah oui, dans d'accord. un très joli mot, je trouve, dans cette approche. Et effectivement, au niveau des émotions, je ne sais pas si vous pouvez partager aussi là-dessus, Oui. mais moi, je trouve que, voilà, en fait, en marchant, tous les sens sont en éveil et on est à ce moment-là aussi attentif à tous nos sens, que ce soit l'ouïe, l'odorat, comme vous parliez tout à l'heure, des rochers qui bougeaient presque, des singes qui arrivent, mais des odeurs des lilas en ce moment. C'est vrai que c'est quelque chose de nos émotions sont Oui, c'est ça, oui. C'est pour ça que d'ailleurs les marcheurs, quand on marche, on se sent tellement vivant. C'est-à-dire qu'on change, on n'est plus dans la routine sensorielle de la vie quotidienne, où l'on ne voit que ce que l'on connaît, on entend ce qu'on connaît, on sent ce qu'on connaît, et cetera, parce qu'on est dans notre univers familier, évidemment. Marcher, c'est s'éloigner du chez soi, c'est abandonner la familiarité, la routine, et cetera, et s'ouvrir au monde, s'ouvrir sensoriellement au monde.
c'est-à-dire changer le régime de ses sens. Quand on marche dans la forêt ou sur le sentier des douaniers, soudain on est dans la beauté du monde, on est dans la contemplation. Ce n'est plus du tout le regard, la vue, ce n'est plus le sens de la vue que nous avons quand nous marchons dans les rues de nos villes ou quand nous marchons chez nous, chez soi. C'est une vue beaucoup plus fonctionnelle qu'on a quand on est avec nos repères familiers. On évite, on ne veut pas se faire écraser, on regarde où on met les pieds. Quand on marche, généralement sur les sentiers, on ne fait pas trop attention où on met les pieds parce qu'ils sont généralement sécurisés. Ou alors on est sur des chemins qui sont vraiment très délicats et là on fait gaffe où on met les pieds. Mais donc notre regard est libéré finalement de cet impératif de sécurité. Donc on contemple le monde, on voit la beauté du monde, on voit les arbres, évidemment, on voit les animaux, on voit les champs, on voit la lumière. Enfin, la vue est une expérience multiple, évidemment, et on n'est pas accoutumé à ça dans notre usage de la vue dans la vie quotidienne. Mais c'est aussi entendre. C'est-à-dire, ce que j'aime aussi dans la marche, c'est le silence. J'ai beaucoup de mal d'ailleurs à comprendre un certain nombre de marcheurs qui sont souvent très jeunes d'ailleurs, qui se baladent avec des autoradios, enfin pas avec des radios, pardon, ou avec des trucs dans les oreilles, parce que l'un des grands bonheurs du marcheur, c'est cette écoute du silence, ou plus exactement cette écoute des sons très, très doux, très modulés qui nous entourent, le chant des oiseaux, le passage d'un torrent qui dévale tout doucement une pente, une colline, c'est le vent dans les arbres, etc. Donc ce sont des sons qui nous bercent, qui nous enveloppent, qui nous font du bien. Rien à voir avec les sons du quotidien qui sont plutôt les voitures, voire le téléphone qui sonne ou des trucs comme ça. C'est aussi l'odorat, évidemment, puisque bien sûr, en ce moment, on évoquait les odeurs de lilas. Vous allez moins les sentir déjà à Strasbourg ou à Brest. Faut plus être dans des petits villages pour qu'il y ait beaucoup de jardins et qu'effectivement les odeurs s'exhalent des jardins. En revanche, quand on est dans la forêt, on sent d'innombrables odeurs, surtout en ce moment où plein de plantes, plein de fleurs sont en train de croître, de fleurir, etc. Voilà, donc le marcheur est dans l'olfaction du monde, alors que dans la vie quotidienne, on sent généralement pas grand-chose. Il y a la tactilité, le sens du toucher. On pourrait dire, oui, mais là, le sens du toucher, quand on marche, il n'est pas très présent. Mais pas du tout, parce que je crois que vous comme moi, on aime régulièrement toucher des arbres, par exemple, parce que l'écorce nous paraît vraiment très surprenante. On a envie de mettre sa main pour la sentir. Parfois, on touche une feuille, on regarde le pétale d'une fleur, on prend une pierre parce qu'elle a une forme bizarre, puis à la limite, on va la mettre sur un cairn ou quelque chose comme ça. Donc notre tactilité est aussi engagée quand on marche, sans compter la nage, puisque je vous l'ai dit, j'aime énormément nager, donc si je vois un lac, si un lac est sur mon parcours, ou si je marche sur le sentier des douaniers, même en plein hiver, des fois c'est rare que je ne plonge pas ou dans la rivière, ou même dans le ruisseau parfois, même s'il n'y a pas beaucoup d'endroits pour se baigner, quand on est trempé de sueur, se plonger dans cette petite eau courante, même s'il y a 20 cm d'eau, c'était un bonheur absolument extraordinaire. Donc même pour le marcheur, le toucher est un sens qui fonctionne. Alors que dans la ville, par exemple, vous ne touchez rien. On n'a pas envie de toucher les murs, on n'a pas envie de toucher les vitres des magasins. Bon, voilà. Et puis il y a le goût. On pourrait dire, oui, mais là, le goût, non, c'est pas tellement la marge. Mais si, parce que d'abord parce que on va arriver bientôt dans la saison des... enfin, moi en Bretagne, mais en tous les cas, dans les Vosges, on aura les myrtilles dans pas longtemps. Voilà, ça c'est plutôt vers début juin, vers la fin, début juillet, je veux dire, fin juin, début juillet, ça dépend des saisons. Mais il n'y aura pas que ça, il y aura les fraises sauvages, si vous êtes dans les Cévennes, il y a des milliers de prunes sauvages partout, de toutes les couleurs. Et puis si vous êtes en Grèce, vous allez cueillir des citrons ou des oranges sauvages. Bon, voilà. Alors, aux quatre coins du monde, finalement, ou aux quatre coins de la France, vous allez être un cueilleur. Vous allez retrouver cette manière de nos ancêtres d'être, non pas des chasseurs, je crois que c'est très, très opposé à l'esprit du marcheur, mais en tous les cas, on redevient des cueilleurs. On cueille des fruits, voilà, comme des champignons, je sais plus, pendant l'automne, etc. Bon, voilà. Et donc même le goût, et puis sans compter les fermes auberges dont on parlait tout à l'heure, ou même si on a emmené son pique-nique, hein, de toute façon, si on sort son sandwich de son sac après avoir marché pendant 3 heures, on a une telle fringale qu'on se dit qu'on n'a jamais mangé un sandwich aussi bon.
confirme. Je confirme. Non, c'est vrai que c'est très. Moi, je trouve que tous les sens sont mis encore plus en valeur et on touche encore plus les sens qu'on a l'habitude d'avoir. Vous parlez aussi dans votre livre et dans les autres livres, hein, puisque je rappelle, voilà, c'est le 3e livre. Je repose une question là-dessus tout à l'heure, mais sur la marche. Vous dites aussi que la marche pour vous est guérisante. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là? Moi, je l'ai souvent senti pour moi-même, hein, mais j'ai rencontré aussi des dizaines de marcheurs, et j'ai lu aussi énormément dans leurs témoignages. J'ai entendu dans beaucoup de conférences ou d'interventions que j'ai pu faire sur la marche, j'ai recueilli aussi énormément de témoignages d'hommes ou de femmes qui partent en pleine dépression, en plein contexte de séparation affective, en deuil, avec des soucis majeurs dans leur vie personnelle, et qui vont au fil du chemin retrouver le goût de vivre, hein. J'en ai connu d'autres d'ailleurs qui partaient avec des maladies graves, hein, et qui partaient avec une volonté d'arrêter tout, de se reprendre en main, de reprendre leur existence en main, et qui également se retrouvent après quelques jours, quelques semaines de marche, parfois guérissent, hein. Je pense à une femme qui a guéri de sa fibromyalgie après un mois de marche, après une vie assez dure, manifestement assez fracassée, mais après quelques semaines de marche, avec cet effort quotidien, ces rencontres, cette liberté, cette disponibilité, toutes ces douleurs ont totalement disparu. Des douleurs qui la mettaient énormément à mal dans la vie quotidienne. Donc voilà, la marche pour moi est toujours guérison, elle est une manière de laisser derrière soi tous les tracas qui nous hantent, qui nous empêchent de vivre. Voilà. Le monde est toujours devant nous. Je crois que c'est ça, c'est la morale du marcheur. Le monde est toujours devant nous, c'est le prochain chemin que nous allons accomplir, notre prochain projet. Derrière, évidemment, on peut avoir aussi des souvenirs merveilleux derrière soi, mais en tous les cas, quand on sort de difficultés personnelles, quand on a fait une traversée du désert ou une traversée de la nuit, eh bien, non, il faut toujours penser que le monde est devant soi, et marcher, justement, c'est une manière d'aller de l'avant. C'est une manière de rester toujours debout, finalement, devant l'adversité. D'où, et c'est un petit peu vraiment, presque le thème, comment dire, c'était l'intention de mon 3e livre, hein, Marcher la vie, puisque donc, vous l'avez dit, j'en avais écrit 2 autres, et j'essayais de me renouveler, et mon idée, c'était ça, d'ailleurs, j'avais appelé le fichier du livre, hein, pour l'ordinateur, je l'avais appelé Marche guérison. Hein, vous voyez, c'était. Après, je ne l'ai pas gardé dans le titre parce que ça fait un peu. Bon, je trouvais pas que c'était un beau titre, évidemment, mais en tous les cas, et justement, marcher la vie, ça reprenait cette idée-là, quoi. Il faut marcher sa vie, faut pas s'arrêter, il faut pas s'arrêter quand les choses vont mal, il faut toujours aller de l'avant, voilà. Donc c'était ça mon projet, voilà. Mais bon, je pourrais vous raconter énormément d'histoires de cet ordre-là, où vous évoquez aussi beaucoup de témoignages littéraires, hein, d'hommes ou de femmes qui sont partis complètement fracassés, puis qui se sont progressivement redressés au fil du chemin, à commencer d'ailleurs par Bernard Olivier, qui est l'un de nos marcheurs, enfin l'un de nos écrivains marcheurs favoris, et qui lui aussi a sorti d'une dépression très grave à travers une longue marche vers Compostelle en partant de Paris. Et puis bon, il est devenu l'écrivain que l'on connaît, mais tout finalement a démarré de cette marche qui l'a remis au monde. Je pense qu'il y a dans la marche une possibilité de renaissance, de remise au monde, presque un passage initiatique, on pourrait dire, mais tout à fait personnel, évidemment. Et j'ai toujours cette image de l'enfant aussi, qui Oui, commence à marcher, où on dit, moi j'ai toujours ces statistiques, je ne sais pas si elles sont plus ou moins vraies ou pas, mais de dire, ben voilà, on fait environ 2000 apprentissages avant de pouvoir se mettre debout et marcher, et l'enfant et le bébé avec toute sa naïveté et la confiance aussi qu'il peut avoir en lui, ben, repart, se remet sur ses 2 pieds et au final marche. Ben oui, c'est le commencement de la vie, vous voyez. C'est le début de l'autonomie, finalement. Quand l'enfant, le tout petit, commence à faire ses premiers pas,
évidemment, il s'éloigne de ses parents pour la première fois. Ça ne veut pas dire qu'il a cessé de les aimer. Les parents sont là pour le relever s'il tombe ou pour le prendre dans ses bras s'il a tout d'un coup du mal à marcher. Mais en tous les cas, nos premiers pas d'enfant ont été les premiers pas de notre vie finalement, et pas seulement de marcheur, c'est notre vie tout entière. La marche est vraiment inhérente à la condition humaine, hein. Beaucoup d'ailleurs de préhistoriens l'ont dit. Bon, le roi Gourand, l'un de nos grands préhistoriens, qui a dit cette formule un peu expéditive et belle. Il dit l'homme a commencé par les pieds, quoi. C'est-à-dire en se redressant. Hein, c'est cette verticalisation des premiers humains qui a libéré le visage. D'ailleurs, le visage est devenu, le visage a cessé de, comment dire, ce n'était plus le museau, mais progressivement au fil de l'évolution, le museau s'est transformé en visage parce qu'il était libéré. Les mains qui ne supportaient plus qui n'étaient plus les troisième et quatrième pieds, les mains se sont libérées et ont développé une habileté absolument prodigieuse. Voilà, donc nous devons notre condition humaine au redressement de nos très très lointains ancêtres, il y a quelques millions d'années. Et donc nous sommes les héritiers de ça. D'où le fait que, d'ailleurs, pour moi, les marcheurs ne sont pas seulement ne reprennent pas seulement le flambeau d'une humanité ancienne, je pense qu'ils sont des pionniers, hein, parce que je pense que nous vivons dans un monde où l'on devra marcher de plus en plus, faire du vélo aussi d'ailleurs de plus en plus. Mais bon, là, nous parlons davantage de la marche, parce qu'on s'aperçoit bien que les voitures détruisent complètement les villes, on ne sait plus où les mettre. Je le vois bien aussi à Schiltigheim, où il y a des voitures garées partout sur les trottoirs et autres. Bon, dans les grandes villes, évidemment, c'est beaucoup plus contrôlé, etc. Bon, mais je crois qu'on pourra de moins en moins bien se garer. Les voitures devront être de toute façon de plus en plus petites, parce que sinon, on ne sait pas comment garer les grosses voitures. Voilà. Mais les marcheurs, donc, sont des hommes ou des femmes qui ont déjà pris l'initiative depuis, disons, une vingtaine d'années, parce que cet engouement pour la marche, mais vous le savez bien, n'est pas est très récente, hein. À la fin des années 90, on marchait encore relativement peu, hein, dans la société enfin, dans nos sociétés. On marche beaucoup plus en Grande-Bretagne, en Amérique du Nord, ou en Allemagne, par exemple, en Suisse. Bon, mais c'était beaucoup moins dans nos traditions, en France ou en Espagne, au Portugal, en Italie, par exemple. Et tout d'un coup, ça a explosé dans le courant des années 2000 de façon absolument vertigineuse. Et aujourd'hui, sur les chemins de Compostelle ou d'ailleurs, vous avez des gens qui viennent du Japon, de Corée, de Chine, comme ils viennent d'Argentine, du Brésil ou d'Afrique. Il y a toutes les religions se mêlent, également les agnostiques, voilà. Donc il y a quelque chose dans la marche d'un rassemblement, d'une citoyenneté partagée d'ailleurs, d'une civilité partagée, qui est un peu une leçon d'humanité pour le monde qui vient, quoi. Non, on vit dans un monde de plus en plus âpre. Eh bien, je pense que les marcheurs sont des résistants. Je l'ai souvent écrit, les marcheurs sont entrés en résistance, hein, pour retrouver la simplicité, la vie simple de gens comme Pierre Rabhi ou d'autres, sans être forcément dans l'austérité. C'est pas ça, c'est pas une valeur pour moi très essentielle. Mais en tous les cas, retrouver un rapport au monde qui passe par le corps, qui passe par les sens, qui passe par les émotions et par le partage, et non pas par la rivalité, comme c'est le cas évidemment des voitures, hein. Tout à l'heure, j'entendais des tas de coups de klaxon dans une rue avoisinante, je ne sais pour quelle raison, mais le coup de klaxon, ça veut dire de l'agressivité, des gens qui sont tendus, etc. Bon, non, c'est pas un monde où on a envie de vivre, quoi. Donc les marcheurs nous donnent toujours une leçon de vie, de simplicité, de civilité, puisque quand on croise des marcheurs sur un sentier, on échange un sourire, des saluts, des conseils. Voilà. Donc nous sommes des pionniers. Voilà. Nous sommes des pionniers. Bon, ben voilà tout ce que les gens qui nous écoutent, nous sommes des pionniers. Avant d'arriver aux questions, parce que j'ai quelques questions. Je vous partage une expérience qui m'est arrivée aussi au Sri Lanka. Lors d'un voyage au Sri Lanka, j'ai été accueilli dans un temple bouddhiste, et j'ai été accueilli par le moine principal, et très régulièrement on marchait autour de la stupa, et il me montrait, donc on faisait le tour, hein, c'était oui, je connais, ouais. et il me dit, sens le déroulé de ton pied d'un pas après l'autre.
Oui, oui. et l'énergie qui arrive de la Terre et qui va dans ton corps, mais en ayant conscience et en Mhm, étant en mhm, pleine conscience. mhm, C'est mhm. un mot à la mode, mais c'était complètement ça. On est en pleine conscience de pas après pas ce que ça peut t'apporter. Oui, tout à fait, oui, oui. Oui, le Sri Lanka d'ailleurs est un merveilleux pays pour marcher. C'est l'un des pays les plus beaux du monde, et avec une diversité de paysages, d'animaux, et puis des gens d'une gentillesse absolument inouïe, quoi. Le sourire des Sri Lankais me reste en mémoire. Les gens qui s'arrêtent quand vous êtes perdu, spontanément, qui viennent vers vous, qui vous aident, c'est vraiment très beau. Du coup, vous avez écrit donc les deux premiers, le premier en 2000 qui était Éloge de la marche, en 2012 Éloge des chemins et de la lenteur. Et quel est le message principal que vous souhaitez faire passer dans ce troisième ouvrage sur la marche? Et il y en a tellement d'autres, on ne va pas tous les citer. Sur la marche, un art tranquille du bonheur. Est-ce qu'il y a un message à faire passer dans celui-là en particulier? Dans lequel? Dans Marcher la vie? Le dernier, oui. Dans le dernier. Oui, bah, c'était, je crois que je voulais aussi rappeler à beaucoup de gens qui sont un peu perdus dans leur vie, que la marche, peut être, une voie propice pour, se reprendre en main, pour retrouver le goût de vivre. Je crois que c'était là l'une de mes intentions, hein, puisque je n'écris pas pour faire carrière évidemment, je n'écris pas, pour écrire, il y a enfin, je suis profondément dans tout ce que j'écris, dans tous mes livres, même si j'en ai écrit, beaucoup. Je suis tout entier tous ont répondu à une nécessité intérieure, et avec le souci aussi de transmettre un certain nombre de choses. J'aime pas du tout l'idée de message par ailleurs, mais en tous les cas, l'idée d'entrer en résonance avec des lecteurs. Et là, je crois que la résonance que je cherchais, c'était ça, à dire que rien n'est jamais perdu, que le monde est toujours devant nous, et que si les choses vont vraiment très mal, on peut prendre son sac à dos, on peut partir vers Compostelle, sur la Francigena ou sur d'autres sentiers de grande randonnée, et faire un break, s'arrêter, voilà, pendant une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, et se retrouver, renaître à soi-même. C'est ça pour moi qui était très important dans Marcher la vie. Mais au-delà, c'est aussi une réflexion sur la marche. Ok, merci. Je crois que j'ai dû Oui, afficher je considère une le question. message. Je voulais pas le faire, mais une petite question pour vous. Donc, la crise sanitaire semble avoir donné du sens ou du coup pour la marche à un grand nombre de personnes, notamment pour les urbains. Pensez-vous que l'on doit s'attendre à ce que ce phénomène perdure dans les années à venir et avec quel impact et quelles expériences? Alors oui, je pense que un élan a été pris d'une certaine manière, mais pour le meilleur ou pour le pire quand même. Dans la mesure où on voit aujourd'hui, par exemple, j'en faisais l'expérience dans les Vosges il y a encore quelques mois, jamais auparavant on ne trouvait sur les sentiers des bouteilles en plastique ou des sacs éventuellement avec des restes de pique-nique. Et là, je dois confesser que si, c'est profondément troublant pour des marcheurs comme nous qui avons un profond respect pour la nature, et pour qui d'ailleurs la marche serait presque une forme profane de la prière, mais il y a un certain nombre de personnes qui sont beaucoup plus négligents, qui s'en fichent. Et puis il y a quelques jours, je dialoguais avec un ami de Marseille qui me disait c'est épouvantable parce que dans les calanques, il y a un monde absolument hallucinant, et comment ça va, comment ne pas, comment est-ce que ce bonheur de marcher ne va pas se retourner finalement, devenir contre-productif, quoi. Parce qu'évidemment, s'il y a tant de monde sur les calanques, ça va accroître la pollution, ça va accroître la saleté. Beaucoup de gens vont jeter les trucs par terre, etc. Mais c'est pareil dans un certain nombre de forêts ou autres. Voilà, ça c'est, disons, l'effet, le dommage collatéral entre guillemets. Pour le reste, je pense évidemment qu'il est essentiel que les gens marchent davantage, ne serait-ce que pour calmer le jeu, pour être un peu plus détendus dans leur vie quotidienne, et puis vivre des moments d'éblouissement avec leurs compagnons, leurs compagnes, leurs enfants, leurs proches. C'est un merveilleux outil d'initiation pour les enfants aussi, notamment pour les adolescents. Beaucoup d'adolescents tendent à perdre leur relation avec leurs parents, par exemple, du fait du portable et du fait de cette hypnose du portable et des réseaux sociaux et autres.
l'autre. Là, marcher avec son fils, avec sa fille, pour des parents, c'est vraiment un moment idéal de transmission, de reconnaissance mutuelle, de partage de ce que le père ou la mère ont pu vivre à un certain moment dans leur vie. Le fils ou la fille peut raconter des choses qu'il est en train de vivre. Ce sont des moments de partage qu'on a rarement finalement, sauf bien sûr, on peut s'arrêter dans un café et puis parler comme ça. Souvent, effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire dans un café. Mais là, quand on marche, je crois que ce sont des moments de confidence, et puis il y a ce partage devant des paysages magnifiques qui font qu'on se souvient ensemble, voilà. Donc je pense que c'est aussi une initiation, la marche, fabuleuse pour des petits enfin, pour des enfants ou pour des adolescents, voilà. Ça leur donnera le goût de marcher plus tard. Et souvent, quand je rencontre des très jeunes marcheurs qui ont une vingtaine d'années, ils me disent qu'ils marchaient déjà avec leurs parents. Et je vois bien, par contre, qu'il y a une sédentarité terrible, évidemment, chez les jeunes générations aujourd'hui, qui sont quelque peu hypnotisées par leur portable ou les réseaux sociaux. Mais ceux qui ont appris à marcher avec leurs parents continuent. Ça ne les empêche pas forcément de regarder leur portable, mais en tous les cas, ils ont une liberté de mouvement. Alors que je vois bien quand je suis en Lorraine, par exemple, quand je passe dans certains lieux, dans certains villages, vous passez à 14 heures, vous voyez 4-5 gamins autour de l'abribus de la place centrale, vous repassez 3 heures après, ils sont exactement là, toujours en train de se marrer, de se télécharger des trucs, ils n'ont pas bougé de la journée, ils n'ont pas... Voilà, ça c'est la sédentarité qui pose beaucoup de problèmes en termes de santé publique, même si c'est pas du tout notre sujet, puis c'est vraiment pas beaucoup moins intéressant de parler de ça. Mais c'est important donc d'initier les enfants au bonheur de marcher, voilà, et aussi parce que c'est un moment de transmission, de partage, de rencontre. Après, peut-être, effectivement, il y a un commentaire qui parle de ça, de cette prise de conscience. Peut-être que les gens vont se rendre compte qu'il y a de plus en plus de déchets en marchant, de plus en plus. Il y a des concepts qui ont aussi émergé. Je sais que nous, en Bretagne, on fait ce qu'on appelle le plugging. Donc, on court et on ramasse les déchets en même temps. Dans les communes, il y a une fois par mois le ramassage des déchets et on se rend compte, on se dit, tiens, là, on a ramassé 40 kilos, la prochaine fois, on ramassera moins. Eh ben non, il y a toujours 40 kilos en fait, de déchets qui sont là. Et peut-être, effectivement, comme dit Claire, paradoxalement, c'est peut-être nécessaire de passer par là pour se dire, voilà, il y a peut-être nécessité de faire encore plus attention et d'éduquer justement les enfants à ça quand vous marchez. Oui, c'est capital, ça c'est vrai. Oui. Oui, et il y avait une autre question aussi justement par rapport au sport et aux gestes barrières. Je retrouve la question de Christelle qui dit: comment analysez-vous l'impact des gestes barrières et de l'arrêt du sport justement sur les enfants et les adolescents, l'impact que ça peut avoir sur les relations de nos enfants et des adolescents? Je pense que ça a été terrible, évidemment, bien entendu, parce que le sport, quand on est un enfant ou un adolescent ou un jeune adulte, c'est un moment de partage, un moment de dépense physique également. Et puis ça donne un emploi du temps, ça crée des amitiés, ça crée de la sociabilité, etc. Et là, je pense que ça a été évidemment un prix à payer très lourd. Mais évidemment, en même temps, on peut dire que les rencontres sportives sont des matrices à propagation du virus. Donc il est absolument logique d'interrompre, en tous les cas, les activités en équipe, les sports d'équipe. Ça n'a jamais empêché personne de courir. Ça, je crois que je n'ai jamais, moi-même, je faisais un jogging régulièrement, mais je n'ai jamais vu autant de gens courir que pendant cette période, pendant le premier confinement en tous les cas, un petit peu moins dans le second, mais on voit quand même énormément de gens qui courent, qui font du vélo, voilà. Donc les sports plus individuels n'ont pas été entravés. Mais effectivement, les sports d'équipe qui sont tellement importants pour les jeunes ont été énormément barrés. Et je me demande s'il n'y a pas un lien avec toutes les fêtes clandestines, toutes ces formes de transgression qu'on a pu connaître, enfin même qui étaient déjà présentes au moment du premier confinement, s'il n'y a pas un lien, quoi. Cette nécessité de la dépense, cette nécessité de se donner aux autres, un partage, mais dans la dépense aussi. Donc, voilà. Je pense que nos jeunes ont beaucoup perdu en termes d'éducation, de transmission à cause du virus. Et en même temps, encore une fois, c'était une mesure nécessaire, une mesure de précaution, d'interdire les salles de sport, d'interdire les sports, les gymnases et les activités d'équipe. Ça fait appel à la notion de liberté. Lionel pose une question aussi.
Il se pose la question, il vous la pose aussi, lorsque l'on marche en groupe, est-ce qu'il faut, d'après vous, se fixer des règles, le rythme, etc. Est-ce qu'il faut quand on marche, ou est-ce que chacun fait ce qu'il veut et a sa propre liberté quand on le marche? La liberté sans priver celle des autres, évidemment, mais Ben, oui, d'abord, il faut savoir si on a envie de marcher en groupe ou pas. Moi, personnellement, je confesse que je n'aime pas trop parce que je préfère marcher avec ma compagne ou avec une personne ou, je sais pas, des amis. Mais quand vous marchez en groupe, vous êtes effectivement dans la nécessité d'une certaine discipline commune. Si vous marchez trop vite, le problème, c'est comment concilier les rythmes des uns et des autres. Certains vont vouloir marcher très vite, d'autres vont marcher très lentement, sans compter que peut-être une personne ou une autre aura quelques difficultés de genoux ou des problèmes de santé qui fera qu'elle marchera moins vite. Voilà, ça m'évoque les bouquins de, c'était, comment il s'appelait, Jacques Lanzmann, qui était un grand marcheur aussi, quand même. Et Jacques Lanzmann disait son horreur de marcher en groupe, parce qu'il marchait, lui, il marchait vite. Donc à chaque fois, il disait, je suis obligé d'attendre tout le monde, j'en ai marre, c'est insupportable, etc. Donc il faut, comment dire, il y a les clubs de marche, par exemple, dans d'innombrables villes françaises. Ça, je pense que c'est moins la marche qui compte que la sociabilité, l'amitié. C'est-à-dire que chacun arrive avec, en ayant fait des gâteaux, des plats, en apportant des fruits, etc. Et il y a un partage énorme. Et là, on n'est pas du tout dans un culte de la performance. On marche ensemble, on s'arrête, on discute, voilà. Mais par contre, quand on a envie d'être plongé dans son intériorité, il vaut mieux marcher seul ou marcher avec quelqu'un qui vous est proche, parce que le risque du groupe aussi, c'est le bavard ou la bavarde. Quelqu'un qui vous parle sans arrêt, et vous pouvez plus. Et donc, quand on parle dans nos rites d'interaction, vous regardez la personne qui vous parle, et donc vous ne voyez absolument plus rien. Voilà. Moi, ça m'arrivait quand j'étais plus jeune, notamment dans des villes étrangères où on m'expliquait des fois les différents monuments et autres. Je me suis rendu compte que finalement, je ne retenais absolument rien parce que j'étais obligé de regarder l'autre, parce que sinon je risquais de lui donner le sentiment que j'étais pas attentif à sa parole. Voilà, donc voilà, quand on est en groupe, il faut effectivement une sorte de respect mutuel qui fait qu'à certains moments, il faut aussi savoir se taire, il faut savoir écouter à d'autres moments, il faut savoir partager, etc. Donc, voilà, marcher en groupe donc implique de savoir avec qui l'on marche, pour bien se concilier mutuellement et pour qu'il n'y ait pas de friction, pour ne pas que quelqu'un proteste parce qu'elle est tout le temps obligé d'attendre ou au contraire parce que quelqu'un est resté derrière et personne ne l'a attendu. Ça peut faire mal, ça peut blesser évidemment quelqu'un. Donc, il faut bien savoir où l'on met les pieds, si j'ose dire, quand on part en groupe. C'est vrai qu'il y a la randonnée, donc là, moi, tout à l'heure, je suis allé marcher avant ce live. Ça m'a fait bien fou en forêt, à toucher les arbres. Et il y a la randonnée, on va dire, balade, et puis la randonnée sport. Et je crois que c'est Clément qui pose la question et qui vous pose la question. Et pour vous, quelle est la meilleure randonnée ou la meilleure marche? Est-ce que c'est celle difficile dont on ressort avec une satisfaction physique d'avoir fait la marche, ou celle justement où on a complètement déconnecté en fait sur la marche? Voir votre avis. J'ai l'impression que toute marche, de toute façon, vous offre ça, c'est-à-dire la déconnexion, l'immersion dans le monde, le sentiment d'avoir accompli une marche un peu inattendue, même sur des sentiers que vous connaissez. Vous découvrez finalement des choses. Au regard du rythme des saisons, par exemple, je vois bien que les Vosges, sur le même parcours que je connais dans les Vosges, n'est absolument pas le même en hiver, au printemps, en été, en automne, etc. En ce moment, pendant longtemps, pendant l'hiver, on voyait très loin, par exemple. On se disait, mais tout a l'air sec. Non, pas du tout. J'imagine, j'espère pouvoir y retourner la semaine prochaine, quand on sera dans le déconfinement. Mais je pense que maintenant, les arbres, toute la végétation doit être partout. Donc, même quand on fait une marche bien connue, parce qu'on n'a pas le temps d'aller très loin, je crois que même là, on est encore dans la découverte, dans le plaisir. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est quand même découvrir des choses complètement
peu inattendu. Le bonheur de découvrir un lac que je n'étais pas sûr quand je prends une marche dont je ne connais pas du tout l'itinéraire. Si je connais l'itinéraire, je vais attendre le lac en me disant est-ce qu'on va pouvoir se baigner? Est-ce qu'il n'y aura pas 10 pêcheurs dans les parages qui nous regarderont d'un mauvais œil? Voilà. Donc, je crois que de toute façon, on a chacun une bonne marche. Ça peut être aussi pour moi une marche où soudain une idée me vient sur un bouquin que je suis en train d'écrire, je sais pas, sur les émotions, sur le corps, sur le sourire. Voilà. Je repense à une anecdote. Je dis merde, j'ai complètement oublié ça. Il faut absolument que j'y pense. Mais c'est parce que j'avais cette disponibilité d'esprit que soudain les choses me sont revenues, parce que je n'étais plus devant mon texte ou à réfléchir ou à lire, en train de réfléchir à ce que j'allais bien pouvoir écrire d'un peu original. C'est souvent quand on arrête de penser que les idées nous viennent. Hein. Enfin, ou plus exactement, quand on arrête de penser un peu obsessionnellement, quand on ressasse, quand on rumine, c'est là qu'on trouve vraiment les idées. C'est l'idée du lâcher prise d'ailleurs. Hein. Dans la philosophie orientale, c'est l'efficacité, elle est là. Pour les orientaux, plus on pense à quelque chose et plus on se coupe les chemins possibles. Il faut être dans une espèce de disponibilité à l'événement, dans une sorte de lâcher-prise, et c'est là où vous trouvez des solutions. Aussi dans des situations difficiles de la vie personnelle, ou pour un auteur, pour un musicien, je sais pas, même pour un jardinier qui va se dire mais j'ai jamais pensé à planter ça, et si je plantais ça avec une plante de tomates, qu'est-ce que ça donnerait? Voilà, je crois il y a cette merveilleuse disponibilité dans la marche qui fait que toute marche est belle et qu'il faut pas trop hiérarchiser. Disponibilité à soi, disponibilité à la vie, disponibilité aux autres. C'est vrai que c'est un beau message. Mais alors, teasez-nous un petit peu, il sort quand l'anthropologie du sourire? Ça fait presque un an qu'on en avait parlé déjà. Il va sortir quand? Et qu'est-ce qu'il faudra? Écoutez, l'anthropologie du sourire, je crains qu'elle ne sorte qu'en janvier, février, je ne sais pas. Anne-Marie Métellier, mon éditeur, m'a dit que voilà, il y avait des problèmes de distribution. Mais c'est vrai que les éditeurs ont connu un sale moment, hein, vous savez bien, à cause de la crise sanitaire. Et donc, il devait sortir en octobre. Et Anne-Marie Métellier m'a dit on va repousser plutôt en début d'année. Voilà. Et en même temps sortira un autre livre qui m'est cher, c'est une réécriture du visage. Hein. Anthropologie des visages. J'avais écrit un premier livre sur le visage en 92-93. Malheureusement, le temps passe à une vitesse absolument inouïe. Je n'arrive pas à y croire. Mais en tous les cas, j'ai eu envie de réactualiser ce livre, d'autant plus dans cette période où notre visage a disparu. J'ai été souvent interviewé à propos du masque. Et je trouvais que c'était un peu idiot que le livre soit... Il a été réédité à plusieurs reprises, mais il était épuisé. Donc j'ai eu vraiment envie de le réécrire et voilà, il sortira aussi en poche à la rentrée chez Anne-Marie Métellier. En tous les cas, ce sont deux livres que j'ai écrits avec un grand bonheur aussi. En tout cas, moi, j'ai hâte personnellement, mais je pense que les commentaires là sur le voyage, vous avez fait, je crois, voyager tous les gens qui étaient là ce soir et tout le monde vous remercie pour ce voyage. Et effectivement, c'est les commentaires qui disent on peut voyager tout près de chez soi et on peut voyager très loin aussi. Et le voyage est aussi intérieur que voilà. D'autres livres, c'est chouette. Mais, donc voilà, je vais pas prendre trop de votre temps non plus, mais hop, je remontre celui-là, Marcher la vie, un art tranquille du bonheur. Donc, comme vous l'avez dit aux éditions Anne-Marie Métellier, tous les autres, parce que je crois que votre premier livre, vous l'avez écrit en 90. Donc, oui. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on peut parler d'une œuvre là. Donc, en tout cas, moi, ça a été une super rencontre avec vous. Je crois que je me souviendrai très longtemps. Et puis, j'ai mon petit trésor à moi, puisque j'ai même mon livre dédicacé. Mais en tout cas, un grand merci pour le temps que vous nous avez accordé. Je ne sais pas s'il y a encore quelques questions ou une dernière question à poser à David Le Breton s'il a 2 minutes. Sinon, voilà, vous pouvez aller chez tous les bons libraires.
récupérer les livres. Je vous laisse conclure si vous le souhaitez. Oui, merci infiniment, David, de cette rencontre. Merci à toutes et à tous hein, d'avoir cheminé un petit moment avec nous. Bonne marche, voilà, bonne marche, oui, avec toute mon amitié. Au revoir. Merci beaucoup, David. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Et puis, n'hésitez pas à regarder le replay. Il sera disponible aussi. Je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Un grand merci, David. Bonne soirée. Merci, David. Au revoir. Au revoir. Et ben voilà, je suis tout seul. Ah, génial. Merci à tous de vous être connectés. Je ne sais pas si vous avez passé un aussi bon moment que moi. J'avais l'impression que ça faisait 10 minutes. Je sais que le temps de David Le Breton est compté et c'est un honneur de l'avoir quand il peut nous accorder du temps. J'espère que vous avez passé une super soirée. Moi, je suis encore ému de ce moment. Tout s'est super bien passé et je vous souhaite une super bonne soirée. Je vous dis à très bientôt, ici ou là, sur les réseaux, mais j'espère bientôt qu'on pourra se voir live. Partout où vous êtes, j'irai peut-être vous voir avec Tivan et qui que ce soit comme meilleur ambassadeur de la Bretagne que David Le Breton sur son GR34 et ses anecdotes de plongée dans les rivières. Donc voilà, je crois que je vais peut-être reprendre ça et envoyer tout ça aux offices de tourisme et à la marque Tout commence en Finistère, entre autres, avec laquelle je suis partenaire. Vous retrouvez toutes les informations, vous n'hésitez pas sur la page Facebook de Coaching Van, sur mon profil Coaching Van également, et puis sur le site internet coachingvan.fr, je vais mettre les replays. Parlez-en autour de vous, parlez de David Le Breton, des deux David d'ailleurs, deux pour le prix d'un, donc n'hésitez pas. J'arrête, sinon je passe la soirée. Je vous embrasse tous bien fort, prenez bien soin de vous et puis à très très bientôt j'espère. Ciao les amis.